ni professeur, ni exposant. Je suis un simple programmeur, développeur depuis une quinzaine d'années maintenant. Je crée des jeux depuis, oui, on va dire une vingtaine d'années. J'ai commencé sur MO5, donc ça date un petit peu loin. Et j'ai été touche à tout depuis, on va dire, plus de 15 ans maintenant. Je suis graphiste au départ. Je suis devenu développeur parce que j'en avais marre de devoir expliquer aux gens pourquoi et comment on faisait bouger mes Mickey. Comme beaucoup de gens d'ailleurs, j'en ai croisé quelques-uns. Voilà. Et j'ai commencé à créer mes propres jeux parce que j'en avais marre qu'on me dise ce que je devais faire. Du coup, je suis multicasquette et j'ai un gros défaut. Je me pose des questions, je me demande pourquoi. Le problème, c'est que des fois, j'ai pas les réponses. Alors, je vais les chercher moi-même et entre midi et deux au boulot, des fois, je m'emmerde. Et du coup, je fais des documents parce que je me dis que ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. Et ces documents-là... Hein, c'est quoi ? Ah, parle plus fort. Faut que je gueule. C'est bon ? Ça ira. Donc du coup, je me pose des questions et quand j'ai les réponses, plutôt que de me dire « Ok, c'est cool », je fais des documents. Et ces documents, je les garde pour moi. Ce qui est con parce que je les montre à plein de gens et il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, c'est dommage, tu devrais en faire des livres. » Le problème, c'est de trouver un éditeur, le problème, c'est plein de choses, vous connaissez le problème. Et du coup, ces documents, je ne sais pas quoi en faire. Et quand j'ai rencontré Yannick, il m'a dit on devrait en faire quelque chose. Alors je vais dire écoute, on va faire un test, on va voir ce que les gens vont en penser. Alors ce soir, je vous parlais d'un des premiers documents que j'ai fait. J'ai été chercher loin, j'ai gratté. Et la première question que je me suis posée, c'est isométrie. Alors déjà, isométrie, qui a déjà joué à des jeux isométriques ? Ça va, ça fait une bonne moyenne. Qui a déjà créé des jeux isométriques ? Non, qui s'est déjà. Alors, en gros, pour faire plus simple, qui s'est déjà frotté à la programmation de jeux isométriques. Et maintenant, on va céder les choses en deux. Qui a déjà programmé des jeux en 2D isométriques ? C'est-à-dire, je ne parle pas d'Unity, je ne parle pas de caméra, je ne parle pas de cube qu'on met dans une scène. Ok. Bien joué. Voilà, ça tape déjà un petit peu moins. Alors, maintenant, la 3D, on va bien parler d'espace 2D. Pourquoi ? Parce que la 3D actuellement, ceux qui ont déjà fait Unity, c'est pas compliqué, on prend un cube, on met une caméra, pouf, ça fait de l'isométrie. Rien de compliqué à ça. Par contre, à l'époque, dans les années 80, on va y venir, c'était un petit peu différent. Donc la première chose à savoir, c'est l'isométrie, ok, donc géométrie isométrique dans un espace 2D, c'est très pompeux. Vous allez voir, c'est bien plus compliqué que ça. Première chose à savoir, pourquoi est-ce qu'on a fait de l'isométrie ? Voilà, ça c'est une direction. Qu'est-ce que c'est l'isométrie ? On va voir. Déjà, la première chose, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait de l'isométrie ? La première chose qu'on voit, c'est dans les jeux 2D, dans les années 80. On a fait de l'isométrie, pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que sur les plateformers, les shmups, les jeux en 2D, on a malheureusement que deux directions, d'où le nom. Qu'est-ce qu'on a fait pour obtenir une troisième direction, puisque en fait l'écran est plat, donc c'est un plan. On a simplement pris les deux directions, droite et gauche, on l'a séparé en deux, et on a créé une isométrie. C'est-à-dire qu'on a pris deux directions, droite-gauche, on en a mis une en haut, une en bas. Ce qui nous a donné deux plans différents. Et la partie haute et basse, c'est-à-dire le haut et le bas, on les a transformés effectivement en haut et bas, au lieu d'aller avant, arrière, droite, gauche. Ça, c'est quelque chose d'assez assez simple à comprendre. Pour l'instant, tout le monde suit, ça va, j'ai perdu personne ? Oh la vache, ce silence. Vous me faites peur, parce que là, c'était juste ça. Alors maintenant, on peut obtenir effectivement dans les jeux qui ont été assez courants à l'époque jusque maintenant, trois grands types. On peut appeler la 2D isométrique, ou la 2.5D, à la Zelda. Vous avez d'autres jeux sous la main, les RPG Maker, tous les jeux en fait en 2D qui sont... Voilà, tous les jeux qu'on a en 2D maintenant en fait, tels que Gungeon, plein d'autres. Des Zelda-like. Ensuite on a la 3D isométrique. Alors on l'appelle la dimétrie, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. On appelle la 3D isométrique, qui est en fait effectivement un plan. En fait on prend simplement le cube, on le retourne, et on obtient en fait les deux faces, puisque quand on regarde la 2D isométrique, on ne voit qu'une face, celle dessus. Et en fait pour avoir les trois dimensions, on a bien la face du dessus, la face de gauche et la face de droite. Et ensuite la 3D. Quelle est la différence entre l'isométrie et la 3D ? Déjà, la 3D, il y a un point de fuite, ce qui permet d'avoir en fait une perspective. La 3D, en fait, c'est bien, mais la 3D isométrique, vous allez voir, c'est quand même mieux.
Oui, si vous allez comprendre. Alors, la perspective isométrique, ok, c'est quoi? Bonne question. Voilà, alors, je vais vous laisser lire. Wikipédia dit la perspective isométrique est une méthode de représentation en perspective dans laquelle les trois directions de l'espace sont représentées avec la même importance, d'où le terme iso. C'est donc un cas particulier de la perspective axonométrique. Et vous allez voir que vous avez couché moins con que vous êtes levé ce matin. Ok, là ça va rigoler. Ne vous inquiétez pas, hein, ça fait peur au début, mais c'est assez simple. C'est quoi une perspective axonométrique? La perspective axonométrique, en fait, c'est simplement l'explication que, en fait, on a une perspective tout court. L'axonométrie, c'est juste l'ensemble des perspectives. On a trois grandes perspectives. La perspective isométrique, hein, que l'on connaît, dont on parle depuis tout à l'heure. Quel est l'intérêt de la perspective isométrique? C'est que les trois angles, en fait, sont égaux. Voilà, on a 120 degrés, voilà, dont iso, pour ceux qui font du grec. Égal. Voilà. Ah, j'ai pas fait grec, moi j'ai fait techno au collège. Ensuite, on obtient la dimétrie. La dimétrie, quel est l'intérêt de la dimétrie? C'est en fait, on se retrouve avec deux angles qui sont égaux et forcément le troisième qui n'est pas égal aux deux autres. Hein, c'est pour ça qu'on parle de dimétrie, deux. Et ensuite, on a la trimétrie. Là, c'est youpi, tralala, c'est on fait un peu ce qu'on veut. Et ensuite, on a des perspectives qui sont un petit peu bizarres, telles que les perspectives cavalières et cabinet. Si je ne me trompe pas, il y a des jeux tels que The Forthcoming qui obtient une perspective équivalente. Non? Bon, on creuse, hein, je suis désolé. Hein, mais il y a des jeux en fait, qui utilisent effectivement des perspectives cavalières et cabinet. La différence, c'est qu'on se rend compte que ça ne ressemble pas à grand-chose, c'est bien pour le dessin technique, mais pour la suite, en fait, au niveau des jeux, j'avoue que le volume n'est pas vraiment représenté. Si j'avais pris mes notes, je vous aurais expliqué quelle était la différence entre ceux du haut et ceux du bas, mais j'ai un peu oublié, je vous avoue. J'aurais dû prendre mes sèches, tant pis. Pour l'instant, ça va. Axonométrie, isométrie, dimétrie, trimétrie. C'est un simple changement d'angle, en fait, tout simplement. Alors en bas, il y a une déformation. La seule différence, c'est que les plans en fait en eux-mêmes sont face à la caméra et on obtient des déformations dues à la distance. Sachant que la seule différence entre la cavalière et le cabinet, c'est la distance de cavalière correspond à 1, en fait, parce qu'il y a la même hauteur, alors que le H est de 0,3 à 0,5 sur le cabinet. Ça, j'ai gratté pour le trouver, hein, ça, en Wikipédia. Voilà. Non, je suis tombé sur un truc de Massachusetts en anglais à la con. Et je me suis dit, putain, je touche un truc. Je vous sens perplexe. Ça va? On continue, vous êtes sûr? On peut parler de projection orthogonale de la vision. Ce sont des projections orthogonales. Toutes sont des projections orthogonales. Ce sont des projections axonométriques, donc orthogonales. Alors, oui, merci, tu viens de me remettre le doigt dessus du coup. En fait, les isométries sont des projections orthogonales. En fait. Et ensuite, les projections en fait, cabinet et cavalière sont des projections non orthométriques qui sont en fait parallèles, je crois, où il y a une idée comme ça. Ouais, je retrouve. Cherchez vous-même, débrouillez-vous, c'est pas mal aussi. Vous allez prendre des trucs. Je veux pas tout vous mâcher non plus, il ne faut pas abuser. Ok, alors l'histoire est la suivante. Effectivement, on va prendre de l'isométrie, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On obtient donc un cube isométrique qui est simple, et en fait on se retrouve avec trois angles de 120 degrés, dont les deux angles inférieurs sont de 30 degrés. Ça pour l'instant c'est indéniable, et on voit bien que les trois angles font 360 degrés, pour ceux qui ont fait de la trigonométrie en quatrième avec nous. Oh putain, je sens qu'il y en a qui sont en train de flipper dans leurs pantalons en se disant putain quatrième, je me souviens plus, bougez pas, on a tapé Pythagore, je déconne même pas en plus. Ok, du coup, comme on n'est pas en 3D, on est en 2D, donc on va jouer au pixel. Sauf que le pixel en lui-même, c'est bien, mais 30 degrés au pixel, c'est un peu dégueu quand même. Donc du coup, en fait, les programmeurs, pour des raisons, les graphistes et programmeurs, pour des raisons pratiques et surtout esthétiques, ont décidé en fait de faire des angles avec des pixels de 2 par 1. Hein, quand on voit effectivement le cube en haut, vous prenez un peu de distance, vous allez voir que c'est vraiment dégueulasse à faire. J'ai vu des jeux qui prenaient de l'isométrie en 2D, ça crachait un peu. J'avoue que c'était un petit peu, les cubes avaient du mal à se joindre les uns les autres, il y avait énormément de latence entre certains et le décor n'était pas visuel, disons qu'on ne balayait pas l'écran du premier regard facilement. Du coup, en fait, tous les jeux
sont partis sur des pixels de 2 par 1. Du coup, le problème, c'est qu'on n'a plus d'isométrie. Alors, on est bien d'accord, visuellement, on va prendre ce jeu. Qui est capable de me dire le nom du jeu? Solstice. Solstice, c'était bien, bien joué. Et donc là, on voit en fait sur Solstice, je crois que c'était sur... bon, bref, je ne sais plus la bécane sur laquelle c'était. Et on voit bien en fait qu'on retrouve cette correspondance de semi-isométrie. On va dire isométrie pour l'instant pour garder le terme. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est? Du coup, en fait, quel est l'angle? Alors ceux qu'on fait un petit peu de rappel et de la trigonométrie, mes chers programmeurs qui sont en face de moi, se retrouvent en fait tout simplement, on se retrouve avec un angle qui fait en fait 116, alors 26,6. On va reprendre le 26,6, pourquoi? Vous allez le comprendre plus tard. Et en fait, on se retrouve non plus avec de l'isométrie, mais avec de la dimétrie. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Du coup, la question qui se pose maintenant, alors je vais vous laisser digérer un petit peu ça, qui est capable de me ressortir Pythagore en 4-2? C'est ça. L'hypoténuse, en fait, c'est-à-dire en fait la distance entre 0 et le point O droite, au carré, est égale à 2 au carré plus 1 au carré. La tangente de l'angle correspond au côté opposé, donc 1, sur côté adjacent, donc 2. Là, Pythagore, tout le monde connaît, on révise tous les soirs, bien sûr, on a ça sur notre table de chevet. Non? Non. D'accord. Non, je suis un peu maso, je vous ai prévenu au départ. Du coup, on retrouve effectivement avec un angle de 26,5 et non plus un angle de 30 degrés comme on avait tout à l'heure. Du coup, on va parler non plus d'isométrie, mais de dimétrie. Alors, tous les jeux que vous appelez isométriques depuis le début, je suis désolé pour vous, mais c'est faux. On vous a menti. Voilà. Merci, bonne soirée. On vous a menti. Le problème, effectivement, c'est qu'on parle d'isométrie pour une raison simple, c'est qu'effectivement, les jeux à la base ont été créés en isométrie. Et ils se sont rendus compte des problèmes. Là, on découle de ça. Donc, on va continuer à parler non pas de dimétrie, mais d'isométrie pour une raison simple. C'est que je vous sens déjà bien perturbé. On va continuer sur l'isométrie, sachant que c'était le titre en plus du programme. Alors, comme on vous a perdu, on va essayer de vous reprendre un petit peu. On va juste parler de graphisme. Là, c'est purement visuel. Il suffit d'ouvrir les yeux, vous fermez le cerveau, c'est impeccable. Qui a déjà travaillé sur Illustrator ici? Qui travaille ou a déjà travaillé sur Illustrator? Tu m'as fait peur. Donc tout le monde connaît le principe du vectoriel. Donc ça c'est simple. Vous prenez en fait, pour faire une case de base isométrique, purement graphiquement, vous prenez un carré, vous le tournez de 45 degrés et vous allez la bâtir en hauteur de 50%. Ça vous donne une case isométrie. Et si on prend ce carré, ce losange, pardon, cette case de base, qu'on la multiplie, on obtient bien effectivement une grille isométrique qui va être la grille de base sur laquelle on va travailler le jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un volume. On va faire un volume, bon, plus simple c'est le cube, alors on va prendre simplement la première idée qui vient quand on fait un cube, en tant que graphiste. Je ne cherche pas à comprendre, on n'a pas fait Pythagore, on n'a pas fait tout ça, vous oubliez déjà le chapitre d'avant. On va prendre la première case de base, on va simplement la dupliquer en hauteur, on va reporter les arêtes et on va refermer le cube pour obtenir un cube. Rien de compliqué, par rapport à Pythagore ça va, tout le monde suit. Et on se retrouve maintenant avec des cubes qu'on place sur une grille isométrique qu'on a créée un peu plus haut. Mais du coup, le problème, c'est qu'on perd un petit peu en lecture. On arrive même à obtenir des formes qui sont complètement foirées. Cher pour ceux qui sont artistes, s'en est très bien servi dans pas mal de ses tableaux. C'est un artiste qui, justement, travaillait sur la profondeur, l'isométrie pour faire des formes impossibles, dont la fameuse cascade qui, en fait, coule constamment sans moteur. J'aurais dû rajouter l'image. À noter pour le prochain. Et du coup, en fait, quand le joueur arrive sur la forme qui est en bas à droite, pour lui, le cube qui se trouve à l'extrémité devrait pouvoir permettre de sauter sur la plateforme qui se trouve en dessous, alors que la plateforme est complètement éloignée dans la distance. Mais visuellement, c'est complètement foiré. Vous avez déjà eu ça, j'imagine, dans certains jeux. Il y a un exemple tellement, il y a tellement d'exemples en fait que. Et donc la solution, j'ai essayé de chercher pourquoi
Et ça, en faisant des tests, ce que je me suis dit, pour moi, est-ce qu'on va y arriver? Et bien en fait, je me suis dit, un cube tient dans un rond, dans une sphère. Donc on va prendre les arêtes, on va prendre un centre, et on va simplement reporter le rayon du losange, enfin le rayon d'une des arêtes, comme hauteur. Et en fait, on obtient effectivement un cube, qui n'est pas trop dégueu, qui fait 2 de large sur 1 de haut, puisqu'on est à peu près dans le même rapport 2,1 en pixels. Et quelle est la hauteur? La hauteur, en fait, je vous l'ai déjà calculé, c'est racine de 5 sur 2. Je vous refais Pythagore ou on passe? Ok. Dans celle-là, je voulais prémâcher. Donc ça, c'est une méthode qui, pour moi, est visuellement très rapide. Il n'y a pas besoin de calcul. Sur Illustrator, c'est très rapide à faire. Et ça nous donne surtout un cube unaire. Et si on regarde la différence entre le cube d'avant au numéro 4, on se retrouve avec toutes les arêtes, en fait celles qui sont masquées à l'arrière et celles qui sont sur le dessus, qui se rejoignent au centre, sur le point central, alors que sur le numéro 6, il y a un certain décalage. Sachant que la première paraît logique, si on reprend celle en isométrie, effectivement, toutes les arêtes se retrouvent au centre de la forme. Donc au départ, l'idée était bonne. Sauf que dans la pratique, ça ne marche pas bien. Et si on fait un test sur la grille isométrique, déjà, on se perd un peu moins. Alors je vous ai pas refait la forme un peu bizarre, manque de place. Mais là, il y a moins de difficulté à balayer du regard rapidement le décor et voir les volumes. Donc cette idée est intéressante. Certes, ça va être chiant au niveau programmation, mais des fois les programmeurs, il faut peut-être quand même qu'ils arrivent à suivre l'école des graphistes. C'est aussi pour ça que je suis graphiste et programmeur. Mais ça, visuellement, on obtient déjà quelque chose d'un peu plus sympa. Alors, on est d'accord, ce que je vous présente actuellement, c'est pas quelque chose qui est une règle absolue. C'est ma règle à moi que j'ai trouvée à ce moment-là, en me disant, c'est pas mal, c'est facile à faire. J'étais devant Illustrator, je me suis dit, putain, comment on va faire ça? J'ai pris mon truc, j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé des tonnes et des tonnes de solutions, puis à un moment, je me suis dit, tiens, si je reporte cet angle-là, en bas, qu'est-ce qu'il en est? J'ai tracé mon cube et je me suis dit, ah, pas mal. Et en plus, il paraît moins écrasé que celui-ci, pardon. Du coup, on part là-dessus, on va prendre cette idée-là, et on va faire tout le reste à partir de là. Et je ne vous ai pas épargné, vous croyez bien que je vous en donne une petite couche par-dessus quand même en plus. Alors on va voir les différences entre isométrie et dimétrie. Effectivement, on se retrouve avec comment on appelle ça, des valeurs qui ne sont pas trop mal, sachant je vous rappelle qu'on part sur un principe de pixels au départ. C'est donc une limitation graphique, une limitation technique, pour une raison visuelle. Et en fait, on obtient effectivement 2 sur 2 racines de 3. Alors 2 racines de 3, ça fait 1,155 à peu près, ce qui n'est pas loin du 1 en fait au final. Et en hauteur, on obtient 2 racines de 3, qui est toujours 1,155, et sur celui de dimétrie, racine de 5 sur 2, ce qui correspond à 1,118. C'est ça. Du coup, c'est approximativement pareil. On va dire que c'est à peu près égal, c'est négligeable. Voilà, du coup, les autres volumes, en fait, à partir du cube, alors ça, c'est un autre chapitre, je ne pensais pas être aussi rapide, en fait. C'est très bien. Au niveau du cube, en fait, on va prendre ce qu'on appelle le cube unaire. Le cube unitaire. Le cube unitaire servira à tout faire toute autre représentation. C'est-à-dire que c'est le 1 de l'isométrie. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va pouvoir faire tout un tas d'autres objets, tout un tas d'autres choses. C'est la hauteur de base. On va pouvoir le découper, on va pouvoir le séparer, le trancher, mais ça va être une case. C'est-à-dire que si un personnage se déplace de case en case, on va avoir la case propre. C'est-à-dire qu'on va dire, il va monter de 1, pouf, donc il va se retrouver en haut du cube. Ce cube-là va nous permettre, au départ, de faire des formes de base telles que les angles, enfin les escaliers, les angles cassés, les arrondis, etc., etc. Si on reporte, mais ça c'est dans un autre chapitre, il faudra revenir, la première dose est gratuite en fait. Il faudra revenir, si on fait ensuite des formes circulaires cylindriques, on peut obtenir des cônes, des cylindres, des ronds, et après par extrusion, on peut obtenir, révolution, on peut obtenir des formes beaucoup plus complexes, compliquées, et vraiment des choses beaucoup plus visuelles. Et tout ce que vous voyez là, en fait, je n'ai pas du tout fait en 3D, je l'ai fait avec la méthode que j'ai utilisée. C'est de la 2D. Je l'ai fait à la main, en fait, avec mes méthodes de projection, mes méthodes de reportation, enfin, comment on appelle ça,
extrusion, révolution et 2D simple en fait. Voilà. Il n'y a pas du tout de 3D, c'est pas un rendu 3D, ce que vous voyez. J'aurais peut-être dû faire des slides en plus, non? C'est bien. C'est bien? Ok, on n'est même pas à 20 minutes en fait, je crois. Aussi. Si? Voilà, donc du coup, c'était un peu ma réflexion. Et quand on regarde en fait le rendu en 2D sur un jeu, qu'est-ce qui vous choque? Déjà, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? Vous avez le droit de répondre non, c'est pas interdit. Ça peu importe. Mais est-ce que visuellement, si je vous dis c'est de la dimétrie, il y a 26,65 degrés sur les trucs et c'est pas de l'isométrie, est-ce que ça vous défrise? Voilà, donc on est bien d'accord. Par contre, il y a un personnage qui marche sur l'autre. En fait, si tu connais Solstice, il a fait un cube. Il a sorti un cube de son cul et il s'en sert comme plateforme. Voilà. Il y a aussi une plateforme qui vole. Il y a des plateformes qui volent. Alors, le problème de l'isométrie, effectivement, c'est qu'on se retrouve avec des objets qui n'ont pas de hauteur, effectivement. Tu as relevé un problème. La partie qui se trouve ici. Est-ce qu'elle est devant? Est-ce qu'elle est derrière? Est-ce qu'elle est au-dessus? Est-ce que le sol, est-ce qu'elle est placée sur les pics? À quelle hauteur des pics elle est? Quelle distance? Quelle profondeur? Ça, c'est un problème de l'isométrie, c'est qu'on n'a pas cette profondeur-là. C'est pour ça qu'il y a plein de jeux sur lesquels, en fait, les gens n'arrivent pas à jouer. Si le personnage saute dans la direction dans laquelle il va, est-ce qu'il tombe sur le tapis roulant ou pas? Ah, mais il peut tomber même en dessous. Il peut très bien être tout en haut de l'écran et tomber sur cette plateforme-là. Rien ne l'empêche. Voilà. Il manque une ombre. Voilà. Et c'est pour ça que les personnes ont rajouté des ombres. Ceux qui ont programmé en isométrie, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées dans le développement du jeu? Moi, c'était pas de... J'ai appris. Moi, c'était de la 2,5 en fait, c'était pas de la vraie 3 isométrique. Le problème est Il y a deux axes confondus en fait, il y a le Y et le Z, et ça nuit totalement à la limite en fait. Pour revenir, hop là, la 2,5D c'est le premier. 2D isométrique. Voilà. À la Zelda. Ouais, effectivement, c'est pas ça. On va changer la couleur en fonction du bloc. Et je pensais au jeu des messieurs qui est un jeu en 3D, mais pour le personnage, on a rajouté un bloc sous le personnage, où ils ont rajouté un bloc sous le personnage pour les parties plateformes qui, entre les isométriques, sont une torture, pour que ce soit plus facile. Sachant que l'ombre donne souvent, ça a été relevé par je ne sais plus qui, l'ombre donne de toute façon la distance à laquelle se retrouve le personnage, la hauteur surtout, et là où il va tomber. Sachant qu'on va revenir sur ce principe de base qui est la grille, hop là, c'est celle-ci. La première grille, effectivement les blocs, quand on regarde ce bloc-là, est-ce qu'il se trouve au niveau du sol? Est-ce qu'il se trouve en escalier avec celui-ci? Celui-ci se trouve où? C'est vrai qu'il pourrait très bien être sur deux plans de hauteur en fait. Voilà. Et il y a une chose qui est importante, alors ça je ne l'ai pas encore expliqué, c'est. Il faut vraiment que je fasse des slides supplémentaires parce que j'ai un truc complet. Je vais te sortir le Google Doc avec la suite si tu veux. Alors, la représentation qu'on a ici, ils sont au sol ou pas? Les blocs sont-ils au sol? Sur un même sol, tu veux dire, ou Est-ce qu'ils sont posés au sol? Chaque bloc est-il au sol? Oui, par rapport à l'ombre. Par rapport à l'ombre. Prenons un jeu comme... Bon, qui n'a pas joué à Minecraft? Je dis bien n'a pas joué, n'a jamais joué à Minecraft. Non, c'est plus simple, sinon je vais avoir une forêt de main. Ok, ça marche. Quelle est la différence entre un cube dans lequel vous creusez ou un cube qui est en l'air en hauteur d'une montagne? Il y en a un qui est creux, il y en a un qui est dans un creux, et il a toute la... Ah oui, c'est leur ambient occlusion qu'ils ont ajouté. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'ambient occlusion, en fait, qui permet de pouvoir définir si un... Par exemple, vous prenez mon mur, ma main, pardon. C'est moi qui vais prendre le mur si je continue. Vous prenez ma main sur le mur, sauf l'ombre qui est en fait définit la distance.
on se retrouve effectivement là, hop, donc ma main est là, l'ombre est pile poil sur ma main, je me retrouve donc la main sur le mur. Mais là où deux angles se rapprochent dans un angle aigu, les lumières qui sont réfléchies en fait, je sais pas, j'aurais dû faire un truc en plus, punaise. Les deux angles en fait, dans un angle à 90 degrés, par exemple un angle sur une table, hein, la lumière qui va être réfléchie, puisque en fait toute surface réfléchit une lumière, sinon on ne la voit pas, la lumière qui va être réfléchie entre les deux surfaces va être moindre à fur et à mesure que les deux surfaces vont se rapprocher. C'est-à-dire qu'on va obtenir sur deux surfaces une ombre ici, sur les arêtes. Vous ne le voyez pas. C'est ton exemple pas mal en fait avec la main contre le mur. Bah, c'est le plus simple, voilà, c'est ça. Plus tu te rapproches du mur, plus en fait tu vas voir qu'il y a moins de rebonds de lumière qui vont pouvoir En fait, venir et du coup tu as une sorte d'ombre de plus en plus forte. vous allez voir en fait que l'ombre, il y a une ombre autour de ma main. C'est-à-dire que les graphistes, normalement, s'il y en a dans la... Je sais qu'il y en a au moins une. Les graphistes, quand on fait un objet, une feuille qui est posée sur une table, on va simplement faire un contour progressif autour de en noir autour de la feuille pour dire qu'il y a une petite ombre légère qui va se disperser autour de la feuille. C'est le même principe que ça. On va se retrouver avec un volume qui est simplement posé sur une table, qui va donc avoir une absorption de lumière par rapport à la surface sur laquelle elle se trouve, et qui dit absorption de lumière dit absence de lumière, dit ombre. Et donc, l'ombre qui est posée dessus, il n'y a pas d'ombre portée, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière qui projette une ombre comme l'ombre de la main sur le mur, puisqu'il n'y a pas de spot dessus, mais il y a ce qu'on appelle de l'occlusion ambiante, qui permet de dire deux arêtes qui se touchent, qui se croisent en angle aigu, bouffent la lumière l'une l'autre, et c'est pour ça que sur le cube, la surface du cube, à la base, on a une ombre, et sur le sol, on a aussi une petite ombre. C'est ce qui définit le fait, parce que si on reprend le même cube que tout à l'heure, il est posé au sol celui-là ? Bah non. Il pourrait être posé au sol, s'il n'y avait pas d'ombre, etc. L'ambiante occlusion dit que non. Mais là, on n'a aucun doute sur le fait que le bloc soit posé au sol. Voilà. Et ça, c'est ce qui permet de définir justement dans Minecraft, même si c'est un truc 3D, hein, que les blocs sont bien les uns avec les autres, visuellement, très rapidement, en un balayage de regard. Voilà. Et c'est ce qui permettrait, alors j'ai été feignant, j'avoue, j'aurais pu le faire sur cette surface-là. Si on rajoutait les ambiantes, enfin les occlusions ambiantes, là on n'aurait absolument aucune question à se poser sur quel cube se trouve à quel niveau, à quel endroit. Voilà. Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est que par contre, dans ce modèle-là, qui est peut-être un peu erroné, c'est qu'on par contre, on peut jouer sur les perspectives. On peut jouer sur les perspectives. Je pense à Monument Valley, vraiment, qui a joué à ça, justement, avec ses perspectives impossibles, etc. Bah, tu regardes par exemple un jeu comme Fez, qui joue sur la Fez. Monument Valley encore plus. J'ai pas la référence en fait, c'est pour ça que je prends une référence que je connais. Il y a un jeu qui s'appelle, qui était vieux sur PS3 à l'époque. Voilà, merci. Echochrome qui lui justement jouait sur la perspective, qui permettait en fait à un personnage de pouvoir atteindre un point en jouant sur ce système-là, mais l'objet était en 3D, permettait de tourner et pouvoir obtenir. Et là en fait le personnage pouvait exactement sauter sur le cube qui se trouvait en fait. Et le personnage étant là, pouvait se retrouver sur ce cube-là ici. Et ensuite on pouvait tourner encore en 3D l'objet et faire encore une autre perspective, etc. derrière. C'est un système de jeu. C'est Monument Valley comme ça. Monument Valley, je vais me renseigner dessus. Oui, par rapport à ça, je suis... D'accord, on est dedans alors. Non, justement, j'ai pas dit que ça me plaisait, hein, mais je suis un peu maso dans mon système. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà. La remarque, c'est là on parle beaucoup des problèmes quand on veut faire un jeu avec où la dimension de la 3D du gameplay va être importante, et que si on fait un jeu avec une vue isométrique, désolé pour la vue de langage, où la 3D n'est pas si importante, ça va moins poser de problème. La question qu'on a soulevée de qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière. Là, on se retrouve... Si on est sur un monde qui est pas, par exemple Age of Empires, est un jeu en isométrique, et des fois il y a des falaises, mais c'est des fausses falaises, en fait c'est juste des murs, il n'y a pas de devant ou derrière. En fait, justement, c'est pour ça qu'il y a plein de jeux comme Populous, par exemple, un des premiers, hein, qui a développé énormément le concept. En fait, se servait énormément de plans inclinés comme ceci. Ouais. Celui-ci et celui-là, en fait, n'avaient plus vraiment d'arête brute, pure. Hein, ce qui fait que quand on tirait le sol, on obtenait en fait une trame sur laquelle on allait simplement prendre un point et tirer et créer une pyramide.
À force qu'on tire, ou on rabaisse, on va recréer un creux, etc. Mais on n'avait pas d'angle brut réellement directement dessus, ce qui fait que justement on n'avait pas ce problème-là. Hein, puisque de toute façon une arête était visible, et si ce qu'on ne voyait pas derrière, c'était forcément un peu incliné. Et il avait limité en plus, si je ne me trompe pas, l'arête maximum à un angle de 45 degrés, hein, qui correspond à celui-ci. Hein, du coup, la question ne se posait plus du tout par rapport à ça, et c'est vrai que c'est une fainéantise technique, on va dire ça, parce qu'effectivement, techniquement parlant, sur les machines de l'époque, on n'avait vraiment pas trop de solutions. Voilà. N'oubliez pas qu'on était à l'ère des 8-16 bits. Voilà. Voilà, c'est ça. Atari, Amiga et autres consorts. Sachant qu'à partir de là, en fait, effectivement, les exemples que j'ai donnés tels que ceux-ci sont injouables. Sont totalement injouables. On arrive là-dedans, à moins que le personnage passe devant, derrière et qu'on ait effectivement quelque chose de visuel lors du déplacement, on sera infoutu de savoir. Outre la puissance de la vie, tu vois, un jeu comme Kubert, qui, eux, ils ont c'était à l'époque, c'était super évident parce que ça fait des marches, on croit que c'est au-dessus, mais en fait, le jeu est juste sur un seul plan incliné, en fait, c'est pour ça qu'on parle vraiment de 2D, quoi. C'est ça. Dans le sens où, voilà. Un jeu comme Zaxxon, donc c'est un shmup en isométrique, que je sache. Et là, c'est le bordel par contre. Le jeu de Zaxxon est un jeu très difficile, bien qu'il y ait une ombre sous le vaisseau. Des fois, les ennemis, on va savoir sur quel plan ils arrivent vers vous. C'était énormément de problèmes. En fait, les gens qui jouent à Zaxxon, ça vous parle peut-être pas Zaxxon. J'ai pas internet assez grand. Zaxxon, c'est un des tout premiers jeux, on va dire, isométriques qui a vraiment défrayé la chronique. Alors c'était, si je ne me trompe pas, sur les consoles Atari, déjà à l'époque, les premières Atari, où on se retrouvait effectivement avec un jeu. En fait, effectivement, le jeu était comme ça. En plus moche, avec des gros pixels. Et le jeu était effectivement comme ça, et on prenait un vaisseau, on allait en fait vers le haut, et on devait en fait passer des obstacles. On avait effectivement les 3 directions possibles, et le décor avançait. Et on se retrouvait effectivement avec un vaisseau où on devait passer au-dessus des murs, dans des trous, en dessous, à droite, à gauche, et c'était injouable. Pour la raison évoquée au départ, justement. Et c'est effectivement, mais c'est un des premiers jeux qui a été sorti. Il a fait un tabac monstrueux, parce que justement, la 3D, on avait de la 3D en 1980, bon sang de bonsoir, si vous saviez. Et du coup, on se retrouvait avec les mêmes problèmes, et du coup, le jeu était injouable au final, ou alors il fallait vraiment se projeter à 100% dans le jeu, et c'était impossible. Voilà. C'est tout. Pour l'instant, oui. On m'a dit... On allait voir comment est-ce qu'on setup dans un logiciel 3D pour rendre ces sprites en isométrique. C'est pour ça que justement je parlais... Alors, si vous voulez taper en 3D, c'est assez simple. Pour faire de l'isométrie en 3D, vous passez votre caméra en orthographique, vous prenez la caméra, vous la tournez de 45 degrés, hein, simplement sur l'axe des Y, vous la montez de l'axe des 40 degrés. Alors déjà, vous la mettez dans un objet vide, pour une raison simple. Vous allez la mettre dans un objet vide, vous allez la reculer du centre, vous allez la relever de 45 degrés, vous allez la tourner de 45 degrés sur l'axe des Y, et vous avez fini. Voilà, vous avez de l'isométrie tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous allez obtenir en fait l'objet isométrique parfait qu'on a ici au centre. Non, pardon, c'est même pas celui-là en plus. Voilà, celui-là. Vous allez obtenir celui-là parfait en 3D, qui est un vrai objet 3D, parce que le rendu caméra va le faire, et vous n'allez même pas vous poser la question à savoir si Pythagore, à la foutre, 26,5, un abattre, et ça va vous prendre 30 secondes chrono en main si vous maîtrisez un peu Unity. Oui, mais ça s'applique à la 3D. Du coup, si par exemple on veut dessiner, si on fait Si on dessine ces sprites, c'est notre info. il faut utiliser par contre. Alors, juste, si j'ai bien compris, parce que toi, l'autre formule, on va dire, que tu as sorti avec justement avec le 26,6 degrés, ouais. etc. En fait, elle est plus fidèle, on va dire, à la logique d'espace 3D, 2D, etc. 2D, oui. Et tout en respectant la contrainte de pixels, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, voilà, les gens avant, ils avaient un peu squashé le truc, enfin, donc, pour s'adapter. Mais là, du coup, on a un bon intermédiaire pour avoir du 2D dimétrique, isométrique, sans les défauts des autres, on n'arrivait pas à comprendre les perspectives, en fait. C'est ça. Et avec celle-ci, on pourrait. Exactement. Là, on se retrouve en fait effectivement avec l'idée de base était de travailler sur Illustrator au départ. C'était la question, c'est comment est-ce que je peux faire en vectoriel très rapidement quelque chose qui me permet de pouvoir passer au pixel sur Photoshop comme ça. Et la question à poser, c'est ok, mais quand je prends une texture, parce qu'en fait le principe que j'utilise ici marche avec, j'ai pris un cube classique, mais ça marche sur Photoshop avec une texture. Vous prenez une texture sur Photoshop,
vous la tournez de 45 degrés, vous l'écrasez de 50%, vous l'avez exactement dans le bon alignement. Hein. Le problème, c'est que si vous voulez faire ça avec du 30 degrés, si vous voulez vraiment le faire en isométrie, eh ben je sais pas. Je sais pas du tout comment est-ce qu'on peut faire ça. Il faudra appliquer une formule mathématique. Je pense qu'on pourrait arriver à autre chose, à ce truc-là, mais c'est pas con comme idée. Je crois qu'il va falloir que je rajoute un chapitre supplémentaire. C'est intéressant, l'histoire de comment convertir en 3D isométrique. On fait dessiner en 2D, ensuite on fait cette technique de 45 plus 50. Voilà. Et effectivement, ça serait intéressant de savoir quel En fait, je pense simplement qu'on peut retourner de 45 degrés, puisqu'on a de toute façon le truc, mais on ne va pas réduire de 50%, puisqu'on n'obtient pas 2 par 1, mais on va obtenir. Merci. On va obtenir. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, oui, pour obtenir le tien, donc ça veut dire qu'il y a une autre formule à. Il faut en fait appliquer 2 sur racine de 3, et non pas 2 sur 1. Tu vois l'idée ? On va vous laisser en discuter après. Ouais. Merci.